Bienvenue à tous, bienvenue pour ce webinaire sur un sujet ô combien important pour faire un état des lieux, créer un débat autour de la pratique de l'intelligence économique sur le continent africain et avec notre invité du jour, Monsieur Loukman Konaté, qui est le co-auteur ou qui a co-dirigé avec Monsieur Stéphane Mortier un ouvrage de référence qui vient de sortir dont le nom est le Manuel de l'intelligence économique en Afrique et qui est édité chez VA Éditions. Donc, je me permettrai par la suite, quand on ouvrira le débat, de partager le lien de l'ouvrage avec vous. Et donc, à l'occasion de la sortie de cet ouvrage qui résume un peu différentes thématiques, différentes pratiques, différents points de vue par rapport à plusieurs pays ou marchés sur le continent sur les différents aspects de la pratique de l'intelligence économique, on va pouvoir créer un débat, un échange qui, je l'espère, sera fructueux ce soir, cher Loukman. Donc, je vais me permettre de vous présenter dans un premier temps. Loukman Konaté, vous êtes gérant d'Afribos, une société spécialisée dans la veille stratégique, l'intelligence économique et la stratégie d'entreprise. Vous êtes également consultant formateur en intelligence économique en veille. Vous êtes diplômé d'un MBA en stratégie et intelligence économique à l'école de guerre économique à Paris, de la SIE 21 plus précisément. Et vous êtes surtout aussi à l'initiative du débat africain de l'intelligence économique, un forum d'idées sur la pratique de l'intelligence économique en Côte d'Ivoire et en Afrique de manière générale. Donc, ce sera un peu aujourd'hui l'occasion de nous présenter un peu ces initiatives sur lesquelles vous travaillez, de nous parler un petit peu de votre parcours. Parce que vous venez aussi du monde de la finance, et on pourra voir un petit peu quel impact justement la pratique de l'IEAE sur votre parcours professionnel. Et voilà, pouvoir échanger sur un ensemble d'idées, de thématiques aujourd'hui. Donc, comme je le rappelle par rapport à notre échange au tout début, la question de la pratique de l'intelligence économique est aujourd'hui essentielle. C'est une pratique qui est en pleine croissance sur le continent avec différents défis. Des défis qui concernent différents pays, différents marchés. Chacun a sa manière de pratiquer justement l'intelligence économique et stratégique en fonction des sujets, des défis auxquels font face les entreprises ou les États par rapport à un certain nombre de leviers ou de problématiques, que ce soit dans la partie sécurité de l'information, pour faire face à la question de la prédation économique. C'est un sujet qui est essentiel aujourd'hui pour le continent, notamment sur la question des ressources naturelles ou sur le développement des industries ou de l'investissement étranger, mais aussi pour des questions vraiment opérationnelles pour les entreprises africaines aujourd'hui, les tissus d'entreprises qui sont en train de se développer, notamment dans la partie transformation industrielle ou agricole ou sur la partie infrastructure, sur la question de la compétitivité, comment acquérir, quels sont les outils, les leviers qui vont permettre à ces entreprises d'acquérir justement, de booster leur compétitivité et de d'aller au-delà de l'analyse concurrentielle en intégrant un petit peu tous ces leviers, ces grilles de lecture sur lesquels on va échanger. Mais dans un premier temps, cher Loukman, pourriez-vous présenter à nos participants, parler de votre parcours. Vous êtes ivoirien, vous venez du monde de la finance, vous trouvez aujourd'hui voilà, comme un des experts en intelligence économique important en Côte d'Ivoire et sur le continent. Voilà, est-ce que vous pouvez un peu présenter votre parcours et puis on reviendra par la suite sur l'initiative, vos différentes initiatives, notamment celle de l'édition du manuel de l'intelligence économique en Afrique. Votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir Ali, bonsoir à tous les participants. Merci pour l'invitation. Comme je le dis, c'est un grand honneur et un grand plaisir à la fois d'être convoqué à la maison EGE. Donc, étant moi-même produit de l'école de guerre économique, il faut dire que ça a eu un impact également sur moi en tant qu'individu. Et au-delà de la vie professionnelle, mais la vie personnelle également, ça change un peu le regard.
tu l'as si bien dit, mon cher Ali, moi, je viens du monde de la finance, donc mon parcours a été jalonné de l'économie et de la finance. Donc, je suis diplômé d'un master à l'Université Paris-Dauphine en économie et ingénierie financière. J'ai travaillé avec la Banque de France, avec Amundi, j'ai été consultant pour EDF, Bouygues et d'autres compagnies, je passe. J'ai accompagné également des gouvernements, dont le gouvernement, surtout le gouvernement ivoirien, sur la mise en place du mécanisme institutionnel de veille stratégique. Et aussi, j'interviens en tant que critique souvent pour le gouvernement. On m'invite pour être critique sur des projets qui sont développés avec les bailleurs de fonds pour apporter également mon expertise, que ce soit en finance, en économie, en stratégie ou en intelligence économique en particulier. Donc aujourd'hui également, je travaille avec CACIB, qui est une banque d'investissement, sur les questions liées à la data, puisque au début de l'IE, il y a les données déjà, puisque c'est les données qu'on utilise, on transforme les données en information pour pouvoir actionner des décisions. Donc je travaille en tant que à la fois data analyst, chef de projet, mais également j'interviens un peu sur la partie stratégique pour pouvoir les accompagner dans ce sens. Donc, on a un parcours, comme je le dis, out of box. Donc, contrairement au parcours classique où on fait une seule chose, moi, je touche un peu à beaucoup de choses. Et j'interviens en tant qu'enseignant à l'IA de Nice et aussi à l'INSEG ici à Paris. Et voilà, je suis conférencier sur plusieurs forums, dont récemment j'étais aux assises africaines de l'intelligence économique à Paris, mais également la convention Europe-Afrique du Nord avec, à Toulouse. Donc, beaucoup d'initiatives pour pouvoir faire avancer l'IE. Donc, ainsi, à mon parcours, à la fois, j'enchaîne d'intelligence économique, de finance, de management et d'autres choses. Excellent, excellent. Par rapport à cela, je fais juste une petite aparté par rapport au format du webinaire. On va pouvoir faire un échange dynamique par rapport à la présentation de l'ouvrage, mais aussi à notre débat de ce soir. Et puis, on prendra les questions des personnes qui participent à ce webinaire par la suite. Vous pouvez les poser directement dans la partie questions-réponses ou on prendra les auditeurs ou les participants un par un à la fin. Donc, j'ai moi-même une première question par rapport à votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous le présenter tout d'abord? Présenter un peu l'ouvrage, comment est venue l'idée, l'initiative de traiter de ces thématiques qui ne sont pas évidentes, hein, c'est assez complexe. Quand on parle de l'intelligence économique en Afrique, on parle effectivement déjà des Afriques, hein, de différentes pratiques par rapport à plusieurs pays avec chacun sa caractéristique dans l'appropriation de la pratique de l'intelligence économique ainsi que les différents outils peuvent être développés. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter de manière générale un peu l'ouvrage, les thématiques qui sont rencontrées et surtout les différents enjeux que vous avez vus en fonction des pays et par rapport à la pratique de l'intelligence économique? Oui, tout à fait. Il faut dire que l'idée de l'ouvrage date il y a environ un an. Donc, lorsque j'ai lancé le débat africain de l'intelligence économique, j'ai décidé d'apporter un peu ma pierre à l'édifice de la construction du continent. Parce que dans un continent en chantier, la meilleure des choses à faire, c'est de mettre en place des réflexions pour accompagner les décideurs et également mettre en lumière des enjeux qui nous concernent réellement. En cela, on a travaillé avec plus de 30 contributeurs et plus de 16 nationalités pour pouvoir produire le manuel de l'intelligence économique que je co-dirigeais avec Stéphane Mortier, mon partenaire de toujours. Du coup, l'idée, elle est à la fois simple et complexe. Pourquoi? Elle est simple dans ce sens où produire de la connaissance, tout le monde peut produire de la connaissance. Et ça, c'est la chose. Faire un tweet sur Twitter, c'est de la connaissance, même si elle n'est pas prise par des personnes qui ne sont pas concernées. Mais
difficile parce qu'on s'attaque à de la connaissance stratégique sur le devenir des États. Et là, c'est vraiment mettre un peu les mains dans l'étrier parce que il y a des mots, s'il y a des mots qui sont déplacés dans le manuel, ça peut froisser certains États ou certaines personnes. Donc, l'exercice était autant compliqué pour nous et pour les contributeurs d'ailleurs pour pouvoir mieux cerner les enjeux en Afrique. On ne pouvait pas aborder tous les enjeux en un seul ouvrage. Donc, on a dû faire des choix également pour pouvoir, pour cette première édition. Il y aura une deuxième, une troisième, etc., qui vont aborder d'autres enjeux. Mais la cartographie des enjeux était aussi très importante. Quel enjeu cartographier aujourd'hui en Afrique? Qu'est-ce qui est prioritaire? Dans un continent comme l'Afrique, tout est prioritaire à la fois, la santé, l'éducation, la finance, tout est prioritaire. Ce qui rend complexe également le travail des différents gouvernants. On peut bien critiquer, mais ça rend difficile le choix décisionnel lorsqu'on a plusieurs choix à faire. Déjà, la théorie décisionnelle le dit. Les individus ont tendance à s'y perdre parce que qu'est-ce qu'il faut choisir avant l'autre? Sachant que la priorité plutôt est de même niveau. Donc ça aussi, ça a été difficile, mais on a réussi à faire sortir ce manuel en regardant vers l'avant, en disant aujourd'hui, il faut aller sur ça, il faut les aborder concrètement et ensuite, on passe à d'autres choses. Donc l'idée du manuel, c'est vraiment ça, mettre en place un cadre de réflexion générale, produire une connaissance déjà, puisque c'est le premier manuel en l'espèce en Afrique à être produit sur l'intelligence économique en réalité. Même si on a écrit d'autres articles, que ce soit moi, Stéphane et d'autres personnes, Guy Gouet également, qui est l'un des pionniers des lieux également en Oui, Afrique. très, très actif, effectivement. Et avec la CAVI qui également forme, qui essaie d'apporter sa contribution. Mais nous, au niveau du débat, et aujourd'hui, on a créé l'Institut africain de la réflexion stratégique, donc, qui va chapeauter le débat. Et ça essaie de vraiment aller sur quelque chose de concret, produire un manuel de référence à destination des décideurs, des apprenants, des gouvernants, pour les permettre d'avoir également cet esprit critique sur les enjeux sous l'angle de l'IE, parce que c'est vraiment important. On peut aborder des enjeux sous l'angle juste du domaine, mais en intégrant l'IE, l'enjeu prend de l'ampleur, puisque l'information qui est là-dedans, la contenance informative, devient de plus en plus vif. Donc, on va maintenant à une vitesse exponentielle, puisque les enjeux et les défis qui attendent les gouvernants et également les réseaux sociaux qui sont là font que tout est mis en lumière à la fois. Excellent. Et par rapport justement au traitement du sujet au sein de l'ouvrage, où en est la pratique aujourd'hui sur le continent? Quels sont les freins, quels sont les défis? Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé, un état des lieux justement par rapport à cette étude, à cette production de connaissances? Sur le continent, avant de parler du continent, je pense qu'il est très important pour les personnes qui nous suivent et aussi les participants de savoir aussi l'IE, parce que c'est vrai qu'on dit on fait de l'IE, mais il faut voir d'où l'IE, d'où ça vient et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ça, c'est vraiment important. Donc, Tout à fait. voilà, avec Max Milcam dans les années 58, qui a travaillé avec la CIA, donc, qui s'occupait du département, l'idée de l'IE est née également de là. L'IE vient du domaine militaire, puisque le renseignement est au cœur de chaque conquête militaire. Comment déployer tactiquement les opérations militaires, comment également, et cela aussi, il faut prendre en compte le terrain, les troupes en présence, donc il faut avoir tous ces renseignements. Et le renseignement, d'ailleurs, ne date pas de l'intelligence économique. Le renseignement date depuis la naissance du monde parce qu'il faut d'abord, tout est à base informative. Il faut voir d'abord, dès la création, c'est l'information. Donc, en économie, on parle de trouver l'équilibre entre l'offre et la demande. Et donc, faire correspondre l'offre et la demande, c'est vraiment ça. Donc, les équilibres. Donc, il faut trouver la bonne information pour produire, pour permettre à toutes les personnes d'être satisfaites. Donc, la traite négrière, comme on appelle, les mouvements impérialistes. Donc, l'IE est jalonné par tout ça aujourd'hui. En France, comme on l'a vu, avec les premiers jalons de l'IE ont été posés par le rapport MATRE.
Donc, le rapport Matre, où il y a des pionniers qui ont contribué. Il y a Philippe Beaumont, il y a Christian Abulot, il y a également Philippe Clerc également, qui étaient présents. Donc, et on a eu la chance également d'avoir des pionniers des lieux qui ont écrit dans le manuel, dont Christian, dont je remercie, Nicolas Moinet également, et l'ensemble des contributeurs au manuel de l'intelligence économique. Donc, l'IE en France également, aujourd'hui, donc 1993, après 2000, ça a été rangé au placard, c'est sorti en 2000 également pour pouvoir le réchauffer, pour le mettre en exergue, mais prendre également la mise en place d'un département interministériel de l'intelligence économique, ainsi de suite, et jalonner également ou faire naître l'IE à travers les entreprises en mettant en place des structures solides au niveau de la gendarmerie nationale, où Stéphane d'ailleurs travaille dans le département sécurité économique et intelligence économique, pour pouvoir aider les entreprises à avoir clair. Mais l'IE qui, en France, depuis 1993, n'a même pas encore réussi à atteindre tout le monde. On essaie de convaincre les gens que c'est bon, ils savent que c'est bon, mais personne ne sait comment l'utiliser, ou il y a disons, il y a des spécialistes qui sortent de partout, donc qui sont experts également, ce qui rend la pratique difficile. Donc, en France, c'est compliqué. Donc, si on revient en Afrique, où nous, c'est récent, donc 2000, à partir de 2000, l'Algérie a commencé également à parler des soubresauts de l'intelligence économique. Ensuite, le Maroc a pris le relais, qui est aujourd'hui une référence en matière d'intelligence économique, puisque l'intelligence économique est mise au niveau des services de renseignement. On a compris que le renseignement économique est vraiment quelque chose d'une importance grande au sein de la nation pour pouvoir conduire le devenir de la nation. En Côte d'Ivoire, l'intelligence économique a été mise au niveau de la présidence à travers des structures qui ont été créées au ministère du Plan également. Au Sénégal, c'est au ministère de l'économie et des finances. Donc, au niveau des gouvernants, on essaie tant bien que mal, je ne pourrais pas aborder tous les pays, il y a l'Atlas de l'intelligence, il y a l'Atlas de l'intelligence économique en Afrique qui a été publié par François-Jean Bello. Donc, j'invite également qui est un panorama de tout ce qui se fait en matière économique en Afrique. Donc, on ne pourra pas aborder tout ça. Donc, je pense que François sera invité prochainement pour pouvoir également parler de ça. Mais tous les gouvernants essaient de mettre en pratique l'IE, mais personne n'y arrive. Pourquoi? Parce que l'IE, c'est une question de spécialistes, c'est une question, c'est pluridisciplinaire. Donc, prendre l'IE, juste mettre quelques personnes et dire qu'on fait de l'intelligence économique, c'est ce qui pêche beaucoup en Afrique. Et on essaie de copier, coller l'IE à la française, alors qu'en France, déjà, ça a du mal à passer. Et ça, même les praticiens ici le reconnaissent, ça a du mal à passer. Donc, on tâtonne encore, on n'arrive pas à trouver le bon équilibre et le financement nécessaire. Parce que toute chose, nous n'oublions pas en Afrique, toute chose est d'abord une décision politique avant de devenir une décision privée. Donc, tant que le politique n'adoptera pas les mesures nécessaires à mettre en place, par exemple, une politique nationale d'intelligence économique et accompagner les personnes, intégrer dans les cursus de formation également l'intelligence économique à tous les niveaux, à partir du bac, commencer à préparer les esprits. Donc, à ce niveau, il y a des initiatives privées aussi, des entreprises qui ont installé des pôles d'intelligence économique ou des départements ministériels qui ont des pôles d'intelligence économique, mais qui ont du mal à fonctionner parce que pour que ça fonctionne, il faut beaucoup de volonté, il faut beaucoup de moyens aussi. Le renseignement économique, ça demande beaucoup d'acuité, beaucoup de maîtrise et une équipe pluridisciplinaire, comme je l'ai dit. Donc ça manque aussi parce qu'on part dans des départements d'intelligence économique, on trouve des gens qui sont, par exemple, si on part au ministère de la Finance, on trouve que des financiers. Exact, ça c'est une grande problématique. Ouais. Et ça, c'est un problème. On ne peut pas trouver que des financiers. Même à des enjeux financiers sont associés d'autres enjeux, que ce soit des enjeux sociétaux, des enjeux environnementaux, donc environnementaux, d'autres types d'enjeux qui peuvent être associés. Donc, il faut également une équipe pluridisciplinaire. Au sein des entreprises, c'est le même constat qu'on fait. Et on essaie tant bien que mal d'accompagner les entreprises, mais les entreprises, en majorité, n'ont pas compris l'importance de l'IE en Afrique, puisque la plupart des marchés sont faits de gré à gré.
Mhm. Dans ce sens, il se demande quel est le rôle du renseignement humain ou de l'intelligence économique, du renseignement économique dans leur activité, puisque pour avoir un marché, il suffit juste que je prends mon téléphone, de passer un coup de fil à Ali que je connais et j'ai le marché. Donc, pourquoi mettre en place une cellule d'intelligence économique pour pouvoir en faire booster la compétitivité? Mais c'est là que les entreprises se trompent exactement. Mhm. Puisqu'aujourd'hui, avec la zone de libre-échange continentale, donc le marché, il est ouvert. Si vous pouvez avoir dans votre pays un marché de 100 millions de dollars avec votre gouvernement, mais aujourd'hui, on demande la transparence à travers les règles de compliance également qui ont été abordées dans le manuel. Donc, face à ce changement de paradigme, face à ces contrôles de compliance, comment se positionner maintenant? C'est ça la question pour les entreprises. Pour être plus compétitive et ne pas mourir. Parce que, Ali, dans ton propos introductif, tu as très bien parlé de prédation économique. Et la prédation économique, elle a toujours été en Afrique. Elle est la base même du socle de l'économie africaine, puisque quand on regarde le Congo qui détient plus de un tiers des réserves au niveau du sous-sol mondial qui est pauvre, les entreprises qui l'exploitent, c'est des entreprises étrangères. On regarde la Côte d'Ivoire et le Ghana, à eux deux, qui représentent plus de 60% de la production mondiale du cacao. Mais quand on regarde le cacao, comment le prix est fixé, et c'est ce qui est le paradoxe, c'est le seul bien où c'est le consommateur qui fixe le prix et non le producteur. Donc, rendez-vous compte de la supercherie de la chose. Donc, l'intelligence économique, l'intégrer dans cette dynamique sociétale, dans cette dynamique également de réflexion est vraiment important. Donc, il faut accompagner des entreprises, il faut faire monter en compétence les personnes, donc créer également des formations pour les personnes, les accompagner de bout au bout. Parce que moi, pour prendre, je ne vais pas un cas concret. J'étais à une formation avec des personnes en Côte d'Ivoire et il y a le responsable, donc je vais pas dire quel ministère, etc., il y a le ministre qui a demandé à quelqu'un, ben, on cherche à avoir les accords AGOA, donc les accords commerciaux entre les États-Unis et certains pays africains. Mais dites-vous, eux-mêmes, ils n'ont pas l'accord à leur possession. Donc, un accord qui a été signé par les pays africains dont ils ne disposent même pas d'une copie de l'accord. C'est comme si on a pris le grand cahier, comme d'habitude, tout le monde vous signe. Donc, on ne connaît pas la contenance. Et lorsqu'on a commencé à chercher réellement pour pouvoir voir qu'est-ce que ça contient, mais on a été pisté également. Donc, en live, tout le monde a vu. On a pu présenter ce cas à tout le monde pour dire, OK, pendant que nous cherchons des informations pour essayer d'aller de l'avant dans le développement de nos pays, on cherche également de l'information sur nous. Donc, du coup, la question liée à la protection également économique. Donc, à tout ce qui concerne à la protection des actifs. Donc, ça également, ça intervient. Mais les Africains ne prêtent pas beaucoup attention à ça en général, puisque moi, je peux aller, par exemple, dans le bureau de quelqu'un, on me laisse rentrer comme je veux. Il n'y a pas de mesure de sécurité qui est mise en place. Et je peux récolter beaucoup d'informations. J'ai fait des cas concrets dans certains pays africains. C'est hallucinant comment je pouvais avoir de l'information aussi facilement. Donc, il faut sensibiliser sur des enjeux stratégiques. Même certains dirigeants n'ont pas conscience des enjeux. On peut pardonner l'ignorance. On peut pardonner des choses ignorantes. On pouvait le pardonner dans les années 1960. Mais aujourd'hui, avec la société de l'information, l'ignorance est une faute. Surtout arriver à des niveaux décisionnels au sommet de l'État ou même au sein d'une entreprise, l'ignorance devient une faute. Et là, l'IE permet de combler cette ignorance. Excellent, excellent. Plein de sujets, de thématiques effectivement intéressantes, notamment la question, effectivement, face à vraiment cette grande problématique de prédation économique des entreprises, je parle des entreprises étrangères, internationales par rapport aux ressources naturelles, la question de la transformation des produits, on parlait du cacao. D'ailleurs, ça va être l'une des thématiques qui va être traitée au sein de l'école de guerre économique à Rabat pour le projet annuel cette année. La question de l'enrichissement, de la transformation, de rapporter cette valeur ajoutée grâce aux outils et à la maîtrise de l'information, justement du champ informationnel. Dans ce cadre-là, par rapport tu as évoqué tout à l'heure la question de nouveaux dispositifs d'intelligence économique qui sont mis en place peut-être au sein de ministères, au sein de certaines entreprises et autres, mais aussi la question de l'écosystème privé, c'est-à-dire voilà, peut-être de nouveaux
cadres, entreprises, cabinets qui se créent. L'idée qu'on a de manière générale, je pense notamment plusieurs pays en Afrique de l'Ouest, même voilà, en Afrique du Nord, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Mauritanie. On parle beaucoup de cabinets, il y a beaucoup de cabinets d'intelligence économique étrangers qui se positionnent, qui travaillent sur des problématiques. Où on est aujourd'hui, à première vue, cet écosystème? Est-ce que c'est justement, il y a de plus en plus d'internalisation de ce genre de dispositif au sein des entreprises ou des ministères? Est-ce que justement il y a des acteurs qui émergent? Est-ce qu'il y a des acteurs africains qui émergent par rapport à ce sujet-là? Tu parlais tout à l'heure d'un sujet ô combien important, on reviendra là-dessus, de la formation. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une double peine. Hein. Tu parlais de différents modèles, du modèle anglo-saxon qui a presque intégré l'intelligence économique, ça vient de là, l'intelligence, leur renseignement est presque intégré dans les pratiques business, notamment internationales, du modèle français qui peine en France à s'imposer et autres. En Afrique, effectivement, on remarque un modèle, c'est des acteurs qui essayent justement de faire émerger la pratique et donc qui sont peut-être dans un dispositif en même temps de vente, c'est-à-dire de vente de services et de sensibilisation, ce qui double les efforts et l'énergie. Par rapport à cela, où on en est aujourd'hui et voilà, comment tu perçois un peu l'évolution de ce système-là par rapport au retour d'expérience que vous avez de différents pays ou de différents experts au sein du continent? Ben, au niveau de la pratique des lieux, il faut dire que nous sommes un continent d'innovation, un continent qui a soif de connaissances. Ça, il faut reconnaître au continent africain. Même si de l'extérieur, les gens peuvent penser on est ignorant de beaucoup de choses, ça, on en est conscient. On en est conscient et c'est ce qui fait la force également de l'Africain. Il est ignorant, mais il y a certains parmi nous qui essaient de faire avancer le continent. Et de ce fait, plusieurs cabinets sont créés chaque année. Aujourd'hui, le mot d'ordre a été donné par les différents gouvernements, l'entrepreneuriat. Donc, tout le monde crée des cabinets je dirais pas en intelligence économique parce que les gens ont tendance à confondre le management à l'intelligence économique, tout ça, parce que le management est une partie de l'intelligence. L'intelligence économique se sert du management stratégique. Ça, il faut le dire. L'intelligence économique, c'est vraiment un domaine à la fois hybride. Ce n'est pas que pour les juristes, ce n'est pas que pour les économistes, c'est pour tout le monde en fait. Et c'est ce qui rend la beauté de la chose. Donc, une discipline où tout le monde peut se mouvoir, donc ça n'existe pas, à part l'IE, ça n'existe pas. Toutes les disciplines sont fermées, c'est de corporations. Et de ce fait, en Afrique, les gens créent beaucoup de cabinets de conseil en stratégie, mais ils appellent ça d'intelligence économique, voilà, à tort ou à raison. Donc, on ne sait pas. D'autres disent qu'ils font de la communication d'influence, donc c'est autre chose également. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et comme je l'ai dit tantôt, les marchés sont donnés de gré à gré. Donc, il y a des personnes également qui créent des cabinets parce qu'ils ont une connaissance qui veut leur donner un marché au sein d'un gouvernement, dans une entreprise. Donc, ça se crée à tout va. Mais il ne faut pas oublier, c'est vrai que ça se crée à tout va, mais il y a des gens qui sont extrêmement compétents, qui créent des entreprises, mais ces gens également se battent jour et nuit pour pouvoir faire survivre l'entreprise. Il n'y a pas d'accompagnement en Afrique pour ceux qui vont nous écouter à l'Occident. Il n'y a pas d'accompagnement en Afrique. On crée son entreprise, on n'a même pas encore de chiffre d'affaires et les impôts vous tombent là-dessus. Donc, ne l'oublions pas. C'est comme en France, c'est le modèle français. Oui. C'est sûr, c'est clair, c'est clair. C'est vraiment important de le souligner. Donc, ce qui décourage. Mais il y a des cabinets qui sont là. Aujourd'hui, nous, on a créé AfriBoss, qui est là pour accompagner également les États, les personnes physiques, les entreprises en matière d'intelligence économique, les accompagner dans tous les process d'intelligence économique, de stratégie. Et même, on a intégré d'autres dimensions liées à la fiscalité, puisque l'IE s'applique à tout. Donc, l'intelligence financière, l'intelligence des affaires en général, pour pouvoir accompagner les différents acteurs économiques. Mais voilà, avec Ali, on en a discuté aussi, et avec IP Aboré également, qui accompagne des personnes en intelligence économique. Donc, la volonté, il y a beaucoup de volonté.
il y a beaucoup de volonté, mais je pense qu'arrivé à un moment donné, pour être précis, il y a la prédation, il y a de grosses entreprises telles que PwC qui a créé, il n'y a pas plus de 5 ans, un département d'intelligence économique. McKinsey, Boston Consulting Group qui sont là, qui sont des mastodontes, donc, qui prennent tous les gros contrats, donc il faut le dire. Donc ça demanderait également une réflexion assez poussée pour voir s'il ne faut pas mutualiser les forces également pour aller contre-attaquer parce que nul n'est prophète chez soi, il faut le dire, surtout en Afrique. Lorsque vous ramenez une initiative dans votre pays, quel que soit, si vous êtes adoubé, vous êtes bon, et il y a beaucoup de personnes, nous, moi, je me considère pas comme quelqu'un de très intelligent, mais plutôt quelqu'un d'obstiné et qui a un but. Mais il y a des personnes qui sont très intelligentes, euh, mais qui ne sont pas mises en valeur également. Donc, il y a ça, il faut réfléchir à des choses, il faut se mettre ensemble pour aller conquérir des marchés, pour contrecarrer. Il faut envoyer également cette réflexion profonde de se tourner vers déjà les entreprises locales, parce que c'est important, c'est le tissu économique qu'on fait vivre. Aujourd'hui, le tissu économique africain est composé de PME, il faut le dire, Oui, et des entreprises dans le secteur informel. Donc, il ne faut pas l'oublier. L'informel occupe une grande place au sein des économies africaines. Donc, il faut en être conscient. Il faut accompagner toutes ces personnes stratégiquement qui font beaucoup de chiffre d'affaires. Il faut le reconnaître. Donc, c'est en cela que le droit également au niveau de l'OADA a été harmonisé pour pouvoir accompagner ces personnes, pour dire qu'il y a des différents types de sociétés, des sociétés faites, pour pouvoir les accompagner, dont on aborde dans le manuel surtout l'intérêt stratégique du droit OADA. Donc, ça c'est important. Mais il faut revenir aux fondamentaux. OK. De quoi on a besoin aujourd'hui en Afrique? Est-ce qu'on a besoin d'Africains qui sont spécialistes, qui maîtrisent un domaine, qui vont venir aider l'Afrique à se développer? Ou est-ce qu'on prend des non-africains? Je ne dirais pas encore que ce n'est pas bon de prendre des non-africains. Les compétences sont diverses et oui, transversales. tout à Mais fait. il faut, comme le fait les États-Unis, tenez-vous, je vais envoyer l'acte à Ali plus tard, j'ai oublié le nom de l'acte, mais il faut dire que dans les appels d'offres publics américains, c'est lorsqu'on ne trouve pas d'entreprise américaine qui est capable de réaliser la mission ou le service en question qu'on fait appel à une entreprise non américaine, mais qui doit s'associer de facto à une entreprise américaine pour pouvoir produire des services. Vous vous Tout rendez à compte fait. de l'intégration de l'intelligence économique au sein de la société anglo-saxonne, mais en Afrique, Mm. qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Les entreprises viennent, ils ne s'associent pas avec des entreprises locales, donc ça fait que tout part à l'étranger, ce qui est la problématique de l'Afrique d'ailleurs, parce qu'on regarde des matières premières, tout part, on produit pour l'étranger, et on est le seul continent qui produit ce qui ne consomme pas et consomme ce qui ne produit pas. C'est le paradoxe de l'Afrique. Donc, en matière stratégique, il y a mieux à faire. Il y a la Banque africaine de développement qui est là, il y a mieux à faire. Il y a l'Union africaine, il y a mieux à faire. Il y a la CEDEAO, il y a mieux à faire. Il y a toutes ces unions. Donc, arrivé à un moment donné, on se pose la question stratégique, est-ce que les institutions africaines sont faites également pour le développement de l'Afrique? Parce que s'il y a toutes ces institutions qui sont là, donc il faut voir, l'Afrique doit normalement aller de l'avant. Ils font beaucoup de choses, certes, mais stratégiquement, il y a beaucoup qui reste à être fait. Comme je l'ai dit, tout est priorité, ils ne peuvent pas tout faire non plus. Donc, Mm. mais il faut intégrer, ou il faut voir les autres personnes également qui ont d'autres compétences, les rapprocher. Tout le monde ne peut pas travailler à la Banque mondiale, à la BAD, à la CEDEAO, mais il faut que ces institutions collaborent également avec nous qui sommes là en tant qu'individus, en tant qu'entreprise, pour pouvoir permettre à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Il y a beaucoup effectivement de paramètres qui doivent être pris en compte et effectivement, et peut-être dans l'idée de mutualisation, en tout cas de travail en intelligence, pour permettre d'intégrer et de défendre les intérêts au final des entreprises ou de la souveraineté des États par rapport à un ensemble d'éléments dans leur économie, dans leur stratégie. Alors, est-ce que tu aurais des exemples, études de cas ou de modèles qui se distinguent, que tu pourrais présenter justement à nos participants et à nos auditeurs aujourd'hui?
Ben, des études, des modèles, il en existe, Ali, comme tu le sais, et c'est ce qui est paradoxal. Mhm. Énormément d'initiatives mises en place par les gouvernants et les gouvernements en Afrique pour installer l'IE. Généralement, l'IE est la cinquième roue du carrosse, hein, donc c'est pas là où on met Malheureusement, oui. les sous. Du coup, ça devient très complexe pour les pratiquants de l'intelligence économique parce qu'on a tendance à confondre avec la communication. Généralement, on met le service communication et le service IU ensemble, alors qu'on fait des métiers qui sont différents, même si on est un peu complémentaires sur certains points. En Côte d'Ivoire, il a été pris un décret en 2018 pour mettre en place le Conseil national de politique économique qui représente l'organe d'intelligence économique de fait de la présidence économique qui va statuer sur les grandes décisions politiques de la Côte d'Ivoire. Ça a été mis en place. Mais avant la mise en place de cet organe, il existe également un bureau national de prospective et d'intelligence économique en Côte d'Ivoire. Et oui, il existe. Qui travaille qui travaille sur les questions de prospective et d'intelligence économique, que j'ai accompagné d'ailleurs pour la mise en place du mécanisme institutionnel de veille stratégique. Donc, un mécanisme qui permet de faire des alertes au niveau des grands agrégats macroéconomiques de la Côte d'Ivoire sur les enjeux, puisque la Côte d'Ivoire a pour objectif 2040 d'une puissance à la fois éducative et industrielle et unie dans sa diversité, ouverte sur le monde. Donc, la Côte d'Ivoire a cette prétention. Donc, elle se dote également d'outils nécessaires en la matière. Mais la chose qui doit être faite également, c'est de donner plus de moyens. Vous savez, quand vous arrivez pour faire de l'IE, on a besoin énormément d'être outillé. L'information va très vite, très vite. Le nombre d'informations qui est produite par seconde, c'est hallucinant. On a plus de 50 téras d'informations qui sont produites à la seconde. Donc, vous voyez que c'est énorme. Donc, chaque information, même si ça n'impacte pas directement l'État, mais l'État doit prendre au fait en compte cette information qui pourrait l'impacter autrement. Je me dis souvent aux auditeurs ceci, je dis, il n'y a pas de mauvaise information. Celui qui vous dit que c'est une mauvaise information, c'est cette personne qui se trompe dans son analyse informationnelle. Toute information est bonne, ça dépend de qui détient cette information, à quel but. Si je vous dis il pleut sur Abidjan aujourd'hui, vous qui êtes à Rabat, qu'est-ce que ça vous apporte? Rien, mais celui qui doit atterrir dans 2 heures à Abidjan, c'est une connotation informationnelle. Donc, il faut voir. Donc, au Maroc aussi, j'ai parlé de l'exemple du Maroc. Le Maroc voilà, fait beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives au Maroc pour l'intelligence économique. Le roi qui a donné sa bénédiction également. Et ça, c'est important. Le développement de l'IE s'appuie sur la politique publique, sur le soutien de l'État. Aux États-Unis, c'est l'État qui a poussé l'intelligence économique et l'intégré dans les mœurs. Lorsque vous comparez un étudiant, je dirais américain, un étudiant français ou européen ou africain, mais il y a cet esprit de patriotisme à l'américaine qui est là. Donc, l'IE se développe, mais nos États oublient d'autres choses aussi en matière d'intelligence économique. Ils le disent tous les dirigeants. Euh, Tel pays, c'est nos amis, tel pays, c'est pas nos amis, mais en oubliant que en matière informationnelle, en matière stratégique, vous êtes là pour faire avancer votre pays. Peut-être qu'aujourd'hui, celui-ci il est votre ami, mais ça n'empêche pas que l'autre le soit aussi. Donc, c'est là qu'il y a une problématique au sein des États africains. Je sais que je m'écarte un peu de la question, mais je vais y revenir. Pour dire qu'il faut voir les intérêts déjà de chaque État parce que les autres États qui viennent vers l'Afrique s'intéressent à leurs enjeux stratégiques, à leur propre intérêt d'abord. Donc, nous, il faut qu'on choisisse. Il faut choisir. Donc, on n'est pas obligé de rester, comme je le dis, avec un seul partenaire.
Le Maroc, on a bien vu la monnaie marocaine adossée à un panier de monnaie. Est-ce que ça empêche à ce que la monnaie marocaine soit forte ou puisse avancer? Non. Au niveau des partenaires aussi, c'est pareil. Il faut diversifier ses partenaires. Étant moi-même du monde de la finance, c'est ce que nous enseigne Harry Markovitch, la diversification du portefeuille pour réduire les risques. Mais Pour réduire la dépendance, voilà, la effectivement. dépendance. Donc, mais on prend tout de plein fouet et on est là, on réunit la tête et la plupart du temps, vous m'excusez, mais on dirait que ça va aller, comme on le dit en Côte d'Ivoire, où Dieu est au contrôle. Mais Oui. cette possibilité, on a l'IE, on a beaucoup d'intellectuels qui sont là, qui peuvent réfléchir de par eux-mêmes. Et ces intellectuels, de ce fait, c'est en cela que je voulais arriver. Il, il faut recruter des personnes pour faire booster les différents départements et, et c'est vraiment important. Il faut aller à la chasse. Comme des entreprises débauchent, les États doivent pouvoir débaucher également dans ce sens des personnes de fort potentiel pour faire avancer l'appareil étatique. Mhm, mhm, mhm. Donc, le cas au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Algérie, il y a de la volonté, ce qui est noble, mais il n'y a pas encore les moyens suffisants. Donc, tous les départements d'IE ou tous les ministères qui pratiquent l'IE ont le même cri de cœur, ils veulent le moyen. Mais si tout est prioritaire, l'éducation est prioritaire, la santé est prioritaire. Donc, à un moment donné, on dira si tout est prioritaire, alors rien n'est prioritaire. Donc, Mhm, ça patine. mhm, Donc, le cas de la Côte d'Ivoire, on essaie d'avancer avec l'intelligence économique, en instituant également avec des formations qui naissent. Euh, donc, avec des acteurs aussi qui sont là, des personnes, je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont allés à l'école de guerre à Rabat aussi. Donc, ça montre qu'il y a un pool de compétences qui se met en place pour pouvoir accompagner la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général. Et c'est ce que nous, on prône à travers aussi le débat africain et l'Institut africain de la réflexion stratégique, dont le site internet sera disponible. Les gens pourront nous rejoindre en tant que membres. Et déjà, le débat va reprendre avec les webinaires la semaine prochaine sur l'éducation en Afrique. mhm. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, Ali. Et nous, on est là pour accompagner tous les États. On est africains, on n'est pas que ivoiriens, que marocains, que maliens, que Tout trucs. à fait. Voilà. Mhm, On est à la disposition pour accompagner les États, pour mettre en place des politiques nationales d'intelligence économique basées sur les réalités africaines, parce qu'il faut le dire, euh, chaque pays a ses réalités. On est là pour booster également les ministères qui souhaitent faire de l'IE ou de l'intelligence financière, quoi qu'il en soit. Et donc, c'est un cri de cœur. Appelez-nous, on sera là mhm. pour apporter notre contribution. Si c'est une question d'argent en Afrique, ça fait fâcher, mais on pourra toujours s'entendre. On est patriotes aussi. Exact, exactement, exactement. Et un point très important, cher Lookman. Euh, et ça va me faire une bonne transition pour ma dernière question avant qu'on prenne celle des participants. Effectivement, le point, il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de sensibilisation, de formation. Et c'est pour ça que l'initiative, l'ouverture du campus de Rabat de l'école de guerre économique, qui encourage cela, vraiment, tout comme justement il y a les outils à la défense de la souveraineté en France par rapport aux outils d'intelligence économique, c'est le même état d'esprit qui est transmis ici, mais dans un cas de formation des cadres africains, donc avec une adaptation du programme pour traiter nos problématiques propres, comme tu l'as dit. Et vraiment, dans cette initiative, c'est d'avoir des outils et le partage de connaissances dont a toujours profité l'humanité pendant des siècles, les bonnes pratiques, mais justement pour se diriger et vers avoir les bons outils pour traiter les défis et problématiques propres à chacun justement des pays ou des entreprises dans tel ou tel contexte ou par rapport à une problématique propre au niveau des métropoles, au niveau rural, etc., etc. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un point très important, la question de la formation et en parallèle de la sensibilisation qui existe au sein des entreprises, au sein des États, au sein de la société civile aussi. Car on a vu, bon, on se voit par rapport à certaines études de cas dans le manuel, il y a des pays, le Maroc notamment, qui a vu la pratique de l'intelligence économique émerger par la société civile, hein, par des associations, par des forums qui ont été organisés, aussi par des initiatives du patronat et puis portées par l'État aussi. Donc, ça, c'est pour le
retour d'expérience et l'exemple marocain. Mais voilà, chaque pays a ses caractéristiques propres au sein du continent. Mais effectivement, il y a des leviers qui nous permettront effectivement de mutualiser cela et de créer vraiment de la valeur pour nos pays respectifs. Par rapport à cela, de manière très simple, quelles sont les perspectives par rapport justement à la suite de la réalisation de cet ouvrage, de ce que vous avez pu analyser, observer et produire comme connaissances? Par rapport à la pratique, quelles sont les perspectives aujourd'hui? On a vu effectivement, on parlait des défis de la formation, de la sensibilisation. Aujourd'hui, comment tu imagines un peu le développement de la pratique au sein des pays du continent? Ben, déjà, les perspectives, dans le manuel, on a listé quelques perspectives. Donc, comme tu le sais, on ne peut pas tout. Oui, on va pas tout dévoiler. Donc, je vous invite à vous procurer le manuel. Donc, ça sera disponible d'ailleurs à partir de mars sur Amazon, à la FNAC, sur les différents libraires dans ce sens. Les perspectives, déjà, l'Afrique a compris en matière d'intelligence économique en mettant en place la zone de libre-échange continentale, qui est une très bonne initiative qui permettra surtout d'avancer sur la mutualisation des marchés communs. C'est le plus grand marché commun, il faut le dire, c'est le plus grand marché commun qui existe actuellement. Donc, vous voyez, c'est une avancée majeure à la chose. L'OADA, Stéphane pourra vous en parler longuement. L'OADA, c'est un outil formidable du droit des affaires en Afrique. Donc, et en même temps, c'est mon côté pessimiste, en même temps, ça ne représente que 5% des transactions commerciales dans le monde. Donc, il y a encore beaucoup à faire. oui, oui, c'est juste, mais pourquoi ça représente 5% en matière quand tu analyses? Je l'ai dit, on produit ce qu'on ne consomme pas et on consomme ce qu'on ne... Exactement, oui. Ça fait que quand on regarde la balance des transactions courantes, elle est déséquilibrée totalement. Totalement. Donc, on ne peut aller sur ces sentiers pendant longtemps. Je l'ai dit, on pouvait tolérer l'ignorance dans les années 60. Mais avec la société de l'information, c'est une faute. Oui. Il faut inciter les gens également à produire ce qu'on consomme localement. Parce que le problème, c'est quoi? Tout le monde, c'est bien les technologies, tout le monde se lance dans des entreprises technologiques, les fonds d'investissement, ils investissent dans des entreprises technologiques ou dans des entreprises de services, tout ça. Mais il faut aussi des fonds qui investissent également dans l'économie réelle. Parce que c'est important. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des pénuries par exemple, je dis de dates au Maroc. Le Maroc doit importer des dates de la Chine, mais c'est inconcevable. Aujourd'hui, Ou les babouches. Il y avait le ouais, cas des babouches. de la Chine. Aujourd'hui, les gens du village viennent acheter de la tomate en ville. Vous vous rendez compte de la supercherie de la chose? Alors qu'avant, on allait prendre au village pour venir en ville. Maintenant, c'est l'inverse qui se passe parce que tout ce qui arrive est importé. Donc, au niveau de la stratégie agricole également, il faut mettre des choses en place. Je sais qu'il y a beaucoup d'États également, il y a beaucoup d'États qui lancent des initiatives agricoles pour accompagner le continent pour l'autosuffisance alimentaire parce qu'il y a plus de personnes qui meurent de faim que de Covid en Afrique ou que de paludisme. Au-delà de ça, il y a l'information aussi. Comment traiter l'information? Aujourd'hui, la société d'information fait que tout le monde peut commenter toute chose sans qu'il ne soit spécialiste, sans qu'il ne sache réellement les enjeux. Il faut sensibiliser les gens à l'utilisation du web parce que l'économie numérique est devenue quelque chose d'important parce que c'est devenu le 5e pouvoir. Donc, avec des pétitions en ligne, des gouvernements révisent leurs décisions. Donc, voilà des perspectives qui sont là, qui permettent l'évolution de Dieu. Il y a l'intelligence artificielle qui vient. Comment l'Afrique se positionne. Aujourd'hui, il y a Steven qui disait ceci. Il a dit dans les années fin années 50, il a dit les puissances de demain seront celles qui maîtriseront l'information, la connaissance
et la technologie. Ça a été dit depuis 1950. Mhm. On a l'impression que les pays africains sont passés à côté de ce qui a été dit parce qu'on n'a pas maîtrisé l'information, on ne la maîtrise pas du tout. La technologie, non. La connaissance, non. Et même pour financer la connaissance, la recherche et le développement en Afrique, c'est problématique. Mhm. Mhm. Et Mhm. Ali demande à ce que s'il y a un projet en cours, il y a des études d'expertise qui doivent être faites, ben, on voit ça de façon inutile. On dit, mais on n'a pas besoin, on sait comment on fait. Alors qu'il faut des études au préalable pour voir si la topographie de l'endroit où on veut mettre un train, on veut construire une route, elle est bonne, etc. Et ça, les gens voient ça en perte d'argent ou en perte de temps. Donc, le conseil a de beaux jours en Afrique, même si ce n'est pas les Africains qui ont la plupart des marchés. Mais il faut faire une préférence nationale. Donc, il faut aller vers la souveraineté économique, la souveraineté qui dit économie numérique, juridique, et même l'extraterritorialité des droits africains aussi, il faut le mettre en place. Les États-Unis arrivent à le faire, donc en matière juridique. Est-ce qu'on sera capable, nous, donc l'Union africaine doit réfléchir à ça, à mettre en place des lois qui seront extraterritoriales, parce que les États-Unis, avec le Department of Justice, peuvent décider de n'importe quel type de loi à travers la compliance, et donc tous les noms qu'ils veulent, et ça s'applique à tout le monde. Oui, tout le monde utilise le dollar ou le réseau SWIFT ou autre. Exactement. Donc aujourd'hui, détenus du dollar, déjà, ceux qui ont du dollar, donc si vous commettez un crime, vous êtes soumis de facto à la loi extraterritoriale américaine. Si Mhm. si vous travaillez avec des Américains, vous êtes soumis aux réglementations américaines. Si vous avez, donc, et les banques en Europe ont pris des amendes, 9 milliards, 12 milliards. J'ai fait sortir un rapport qui s'appelle La résilience des économies face à la COVID. Vous pouvez lire également. Et puis la loi états-unienne sur l'extraterritorialité du droit américain, qui est un très bon article, même si voilà, c'est le mien, qui liste la force également du droit. Donc, au niveau juridique, il faut baliser au niveau juridique. Il y a beaucoup qui est fait, mais il en reste autant à faire. Et au niveau économique, il faut revenir à des fondamentaux. C'est vrai que oui, il faut aller sur la Lune, non, il faut nourrir sa population. Parce que lui aussi, les enjeux, c'est d'éviter les tensions politiques. Mhm. Et Mhm. les enjeux sont nombreux en intelligence économique, mais éviter les enjeux, les tensions politiques. On voit aujourd'hui le Mali où ça s'embrase avec la France. On voit au Sahel, il y a les djihadistes également. On voit Problématique du terrorisme, oui. la montée des esprits, des tensions nationalistes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, l'Afrique est vraiment en perpétuelle mutation. Donc, il faudrait qu'on reste à l'écoute de cette mutation et voir qu'est-ce qui mue. Parce que, contrairement à ce que certains pensent, que ce sont juste de la tendance, ce n'est pas de la tendance, c'est un mouvement. Le mouvement est différent de la tendance. Mhm. Donc, il faut observer tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. On pourra en parler des heures, on n'en finira pas. Mais les perspectives sont là, des perspectives au niveau de la sécurité, des frontières, au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé. On n'a pas abordé ça, Mhm. ces questions dans le manuel. Donc, ça viendra. Les Mhm. questions maritimes qui ont été abordées par Arsène également. Donc, donc, je vous invite à vous procurer le manuel et à nous revenir, à poser des questions aussi là-dessus. Et pourquoi pas nous donner des pistes pour la seconde édition pour qu'on puisse travailler sur d'autres enjeux, pour permettre aux gens de comprendre et de savoir ce qui se passe. Parce que les bruits. Je viens d'avoir une idée, on pourra mutualiser. On travaille sur un projet annuel, le projet Atlas, qui a été mis en place au sein du campus de Rabat, qui est presque équivalent à Mercurieux, sauf qu'il n'y a pas encore de donneur d'ordre réel pour l'instant, sur des problématiques d'intelligence économique, mais avec beaucoup de thèmes ou de défis propres justement au continent. Donc, on travaille sur les enjeux piraterie, diplomatie religieuse. Là, on va enchaîner sur des problématiques. J'ai parlé du cacao, de la transformation, l'enjeu du cacao qui se raréfie en plus. Donc, non seulement le prix est défini par le consommateur, mais en plus, il y aura une inflation et ça peut. C'est la principale, c'est une ressource de richesse incroyable en Côte d'Ivoire qui peut donner encore beaucoup plus de résultats. Mais aussi d'autres enjeux. Tu as parlé des frontières, de sécurité, du terrorisme et l'enjeu aussi climatique et l'enjeu
de l'eau, la gestion de l'eau, de la sécheresse dans le Sahel, des migrations que cela provoque, l'enjeu de l'agriculture, la transformation agricole, les infrastructures portuaires, routières. Voilà, donc c'est beaucoup de thématiques qui sont traitées par les auditeurs aujourd'hui de l'école. Donc effectivement, je pense on parlait de mutualisation, de collaboration, d'entraide tout à l'heure, quelque chose à faire par rapport à la prochaine version du manuel de l'IE. Voilà. Avec plaisir. Et puis, avec l'Institut africain de la réflexion stratégique, on abordera beaucoup de questions, beaucoup de conférences, beaucoup d'écrits. Il y a des papiers, et même actuellement sur le site du débat africain, il y a des papiers qu'on a mis en exergue actuellement. D'autres viendront. Il y a de la réflexion qui est produite. Il y a de la connaissance qui est là. Et la connaissance est la base de toute chose. Il faut avoir le maximum de connaissances parce que pécher par manque de connaissances, c'est pécher 10 fois. Oui. Il faut faire attention. C'est pour ça, j'encourage également ceux qui souhaitent rejoindre les jeux d'y aller. Ça change un peu la vision que vous avez du monde. N'ayez pas aussi une vision manichéenne de la vie. Ce n'est pas blanc ou noir. C'est beaucoup plus nuancé et généralement, tout ce que vous lisez ou vous entendez, ce n'est pas la réalité. Donc, il faut faire très attention. Et nous aussi, on essaie d'aborder au niveau des perspectives, toujours avec le débat et l'Institut à former des gens, à les accompagner avec des formations, mais également du conseil. Donc, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice parce que c'est vraiment important. On a cette compétence, donc c'est une chance à la fois, je le dis, parce que j'aime le répéter aux auditeurs. Arrivé à un certain stade des études, ce n'est plus le plus intelligent, c'est le plus courageux et celui qui a les moyens aussi dans certains stades. Parce que des formations, ça coûte cher, mais il faut savoir pourquoi on fait la formation. Elle apporte toujours quelque chose. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Sur ces paroles très sages. Merci Loukman pour ton intervention, ton partage d'expérience qui est très enrichissant. On va prendre les questions de nos participants ce soir. Alors, j'en ai autant sur la partie questions-réponses que sur le chat. Donc, on en a beaucoup, donc je vais essayer d'en prendre quelques-unes. Oui, j'ai plusieurs questions. Je vais essayer de mutualiser. J'ai plusieurs questions sur la question retard de mise en place. Est-ce que le retard de la mise en place de l'IA en Afrique n'est pas dû au manque de stabilité politique sécuritaire, nous observons dernières années le retour des militaires au pouvoir? Est-ce que ça va bloquer le processus d'intégration économique, par exemple notamment dans la CEDEAO, dans la ZLECAf, de manière générale? OK. Pour répondre à cette question, il faut dire que, principe de base, l'État est une continuité, pas principe. Si ce n'est pas le cas, dans certains pays, donc c'est un problème. Parce que l'IE, même dans un environnement hostile, c'est là qu'on a besoin de l'IE d'ailleurs, dans un environnement hostile. Parce que, je vous l'ai dit, dans le chaos naît du bon. Et l'intelligence économique permet de trouver le bon dans le chaos. Ça permet de donner des grands axes d'orientation, des perspectives d'avenir. Lorsque la guerre du Vietnam entre les États-Unis et les Vietnamiens, mais il y avait la guerre, mais les Vietnamiens pensaient également à comment reconstruire le Vietnam après la guerre. On a parlé du rapport de l'ingénieur allemand Esgov, mais Esgov il a dit ceci. La perspective, c'était au cas où l'Allemagne sortait victorieuse de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que l'Allemagne devrait faire pour assumer son hégémonie sur les autres puissances? Vous avez vu, en temps de guerre, et même dans Technique offensive et guerre économique qui a été écrit par Christian Abulo, c'est bien spécifié. Les États préparent la guerre en temps de paix. Vous comprenez? Mais en temps de guerre, on prépare l'avenir. Donc, quelles que soient les déstabilisations qu'il y a, mais il y a quand même de la ressource. Donc, il faut continuer.
Au niveau de la ZLECAf, des perspectives à mettre en place, il y a même de la monnaie commune que l'Union africaine veut mettre en place aussi. Quelles que soient les tensions, on a des personnes qui sont là pour réfléchir. Est-ce que ces personnes, s'ils ne sont pas là, il y a les rapports qui sont là. Donc, c'est une continuité aussi. Il faut être sur la continuité. Il faut des textes de loi qui permettent cela. Donc, c'est vraiment important. Il faut la traçabilité parce qu'on a tendance à décrire, tout le monde décrit l'Afrique comme un continent de l'oralité, c'est vrai. Mais aujourd'hui, avec la technologie, il faut garder des traces. Il faut permettre aux générations futures de voir ce qui s'est passé pour s'appuyer là-dessus, pour aller de l'avant. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et cette question, elle est légitime du temps où on voit les régimes qui sont renversés dans les pays en Afrique, surtout. Mais il y a une continuité qui est là. Il faut maintenir. Parce que c'est lorsque le politique se mène à la justice. On ne peut pas être à la fois juge et parti. C'est très compliqué. Vous êtes au four et au moulin. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et là encore, on ne va pas faire de la politique, même si en Afrique, tout est une question politique. Donc, mais c'est une continuité. Très bien. J'ai eu plusieurs questions sur si le webinaire est enregistré. Oui, il sera enregistré et repartagé sur la page du campus de Rabat de l'EGE sur LinkedIn. Alors, quels sont les pays africains les plus avancés en matière d'intelligence économique? Ben, les pays sans aucun doute, le Maroc, actuellement, et qui le démontre. Parce que quand vous regardez des entreprises marocaines, quoi qu'on dise, sortent la tête de l'eau. Ils ont des compagnies d'assurance, ils ont les banques, les compagnies de services, les revues, par exemple Jeune Afrique. Ils organisent des événements. L'Afrique, je ne sais pas. Ouais. Voilà. Donc, je mets à côté l'Afrique du Sud parce que c'est vraiment spécial. Mais le Maroc fait des choses. Ils se prévaloient même être les meilleurs en intelligence économique. Donc, Bon, ça, c'est. je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas quels critères. pour dire tel pays avancé, mais il y a des initiatives dans d'autres pays, au Sénégal, le Rwanda aussi est avancé en matière d'intelligence économique. Vous avez vu le développement du Rwanda, mais c'est basé sur l'intelligence économique. L'intelligence économique a été forgée, a été mise dans l'ADN des entreprises rwandaises et c'est inculqué aux gens. Vous allez au Kenya également, l'intelligence économique est là. C'est vrai qu'on est dans les pays francophones, mais les pays anglophones avancent également en matière d'intelligence compétitive, intelligence, business intelligence. L'Égypte aussi. L'Égypte aussi. Donc, ils avancent. La Tunisie met aussi à de l'intelligence économique, mais actuellement, je pense qu'il serait intéressant même comme projet de faire un baromètre des pays les plus avancés en matière d'intelligence économique. Ça pourrait être drôle. Je vais noter, on va noter, on va travailler sur ça. On va définir effectivement les critères. Bon, après, il faut voir les limites. Effectivement, je ne sais pas quels pays sont plus avancés parce qu'effectivement, il y a des modèles différents. Il y a des champs et des champs d'intervention, des expertises qui sont différentes. Je prends l'exemple du Maroc, il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à la question de l'export, de la compétitivité. Pour pour changer de division, si je peux prendre la métaphore au football, voilà, par rapport à la compétitivité des entreprises, ben là, je sors les activités, je parle des activités sur le continent, les entreprises turques, chinoises, américaines, françaises, japonaises, voilà. Donc, peut-être même déjà à un niveau un peu plus régional, l'exemple de la Côte d'Ivoire ou la CEDEAO. Donc, à mon avis, il y a des cercles vertueux à créer par rapport à ça. Oui, ben, pour revenir avec, je pense que j'ai entendu voilà, la compétitivité, il y a tous les acteurs qui sont en Afrique, mais il faut le dire. Un acteur comme les Chinois, lorsqu'ils arrivent, ils arrivent avec toute l'armada. Le chauffeur de camion est un Chinois, même s'il y a la plomberie à faire, c'est un Chinois. Donc, ça fait qu'il n'y a pas de redistribution au niveau de l'économie réelle africaine. Donc, quelle est la valeur ajoutée? Donc, là aussi, il faut s'interroger, que ce soit les Indiens, et tout le monde a commencé à faire pareil. Donc, chacun apporte la main-d'œuvre de chez soi et fait répartir tout l'argent là-bas et rien ne reste en Afrique. D'où la question que j'ai traitée dans le manuel,
de changement du franc CFA à l'éco. Mais on devait aborder même la question de la banque centrale, parce que lorsqu'on regarde les banques centrales au niveau de l'Afrique, il faut savoir si c'est des banques centrales ou si c'est autre chose. Ça Mhm. encore, c'est notre débat. Très bien. Comment peut-on lier l'IE? Alors, c'est une question très spécifique sur un secteur. Comment peut-on lier l'IE au développement infrastructure de transport? En fait, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'il y a des pays africains qui ont pu réussir la mise en place de l'IE dans le domaine du transport? Dans le transport, en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui ont été faites. Ils ont mis en place une cellule de veille pour pouvoir contrôler le trafic. Et donc, des caméras ont été posées dans le Grand Abidjan pour pouvoir contrôler tout ce qui se fait. Et ça, c'est vraiment important, des verbalisations également qui arrivent à des personnes voilà, sur les téléphones, sur les comptes, qui peuvent voir qu'ils ont été verbalisés. Donc, la stratégie également en matière de transport, c'est de voir également les dotations naturelles du pays, parce que c'est vraiment, chaque pays est différent. C'est ce qui est intéressant en Afrique, à ses spécificités. Donc, en matière de transport, il faut réfléchir. Aujourd'hui, on parle de transport intelligent, voilà, des smart cities, tout ça. Donc, l'IE s'applique au domaine du transport, bien évidemment, et dans tout autre domaine, parce que c'est l'information, la stratégie, la prospective, comment mieux organiser. Cette notion d'équilibre et d'efficience également sont au cœur de l'intelligence économique. Mhm. Très bien. J'ai deux questions intéressantes par rapport, on a abordé le sujet par rapport à la gouvernance des données ou la gouvernance en entreprise ou dans une structure. La première concerne voilà, comment développer la pratique, donc l'IE, dans un contexte où la tendance est à la centralisation. Tout dépend du contexte, effectivement, mais c'est vrai qu'on connaît, on a beaucoup ce genre de soucis, notamment au Maroc, en Côte d'Ivoire. La tendance à la centralisation, à la rétention d'informations. C'est vraiment une problématique aujourd'hui qu'on rencontre, la problématique de la rétention d'informations. Et je parle y compris euh, au sein de l'entreprise, déjà, avant de parler entre différentes structures. Bien sûr, bien sûr. Euh, euh, L'information est le pouvoir. Donc, on a dit que l'information égale pouvoir. Donc, qui détient l'information détient le pouvoir. Et en entreprise, c'est pareil. C'est pareil. Et n'oublions pas que l'entreprise est un environnement conflictuel. Donc, dès qu'on met ça dans la tête, on sait que puisque c'est un environnement conflictuel, en matière stratégique, qu'est-ce qu'on doit faire dans cet environnement conflictuel pour qu'on ait le maximum d'informations possibles? Aussi, il ne faut pas oublier, il y a des degrés d'information. Il faut voir, même s'il y a la rétention d'informations, est-ce que cette information est à caractère confidentiel, non confidentiel? Parce qu'il faut classifier l'information. Mais en général, il n'y a aucune classification qui est faite, mais les gens n'ont pas l'information et souvent on leur demande de faire des choses dont ils n'ont pas connaissance depuis plus d'1 an. Ça, c'est un problème parce que pour qu'une structure soit efficace et très compétitive, il faudrait que l'information quitte du haut vers le bas comme du bas vers le haut. Regardez un peu le modèle japonais. Le modèle japonais, Toyota, lorsque Toyota lorsque ses salariés partent dans des pays pour faire leurs vacances, je pense que qu'est-ce qui se passe? On vous dit, OK, il y a des chèques vacanciers, donc chacun profite, mais ce qu'on vous demande quand vous allez, vous regardez comment ça se passe là-bas, qu'est-ce qu'ils pensent de nous, quelle est la tendance. Et c'est cette information que les employés ramènent dans l'entreprise et l'entreprise se base sur cette information pour produire plus. Donc, vous avez vu, l'entreprise a exprimé son besoin d'information, donc a donné cette information, ils n'ont pas retenu l'information, ils n'ont pas retenu l'information. Ils ont diffusé cette information. Et ce qui fait que les entreprises africaines sont toujours au stade de PME la plupart du temps, comme on dit, il y a la rétention d'informations. Et on a peur aussi pour dire que les gens ne savent pas garder le secret. Et ça, c'est vrai en Afrique, la culture du secret, parce que, allez, certains chefs d'entreprise m'ont dit, on a parlé de tel projet avec voilà, nos collaborateurs. Le lendemain, on a entendu ça voilà, dans la bouche de quelqu'un qu'on ne connaît pas parce que voilà, il se vantait qu'on a ce projet, etc. Donc, il faut déjà créer une culture du secret au sein de l'entreprise. Il faut former les gens aux questions stratégiques et des informations qui sont importantes. Parce que laissons même les entreprises, même au sein de certains gouvernements, le conseil des ministres n'est pas encore terminé, mais les informations qui ont été dites dans le conseil des ministres se retrouvent dans la presse. Donc là encore, il y a une question de sensibilisation à faire pour montrer l'intérêt de l'information et
éduquer les gens. Il y a la culture de l'information. C'est vraiment important, la culture de l'information, éduquer les gens à savoir diffuser ou pas l'information. Mhm. Donc, il faut aller chercher l'information. Mais retenir l'information, qu'est-ce que vous devez faire? Une information que vous n'avez pas, vous êtes ignorant de celle-ci. C'est en fonction de ce que vous avez. Mais n'oubliez pas également de demander tout ce qui se passe et d'être en copie des mails. Moi, je le dis souvent, il est important, même si ça ne concerne pas votre département, il est important de dire, je souhaite être en copie de tous les mails qui passent. Si on vous refuse, ok, on vous refuse. Mais il y a des mails où vous devez être au courant. Mais ça ne se fera pas comme ça. Ça ne se fera pas comme ça. Pour avancer, il faut la digitalisation arriver. Aujourd'hui, les entreprises doivent déclarer les comptes. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, les entreprises n'auront plus le choix. Je dirais actuellement, ils ont toujours le choix, surtout en Afrique. Mais arrivé un temps, ils n'auront plus le choix. Ils seront obligés de vous concerter, de vous informer de ce qui se passe afin d'être plus compétitifs. Ça marche. Je vais encore prendre quelques questions. Comment peut-on convaincre les décideurs politiques de la nécessité d'avoir une stratégie IE pour développer la compétitivité du territoire? Ben, Surtout que le volet concertation et partage d'informations sont les principaux prérequis. ben, je pense que ils savent qu'ils doivent développer le territoire. Ça, ils le savent pertinemment. Euh, mais ils oublient de quelle manière. La plupart, ne vous hasardez pas pour dire que ceux qui sont à la tête savent tout. Mais ils ont une idée. C'est à nous, en tant que praticiens, à vous qui vous intéressez à la chose également aussi, de leur dire, OK, l'IE, voilà ce que lui a permis dans tel pays. L'Allemagne s'est servi de l'IE. Vous rendez compte, l'IE à l'allemande, c'est que des PME en Allemagne. Ce n'est pas des grosses entreprises. La plupart, c'est des PME. Mais comment ils ont réussi? C'est à travers cette intelligence économique. Regardez le pôle de compétitivité. On a envoyé ça. Regardez au niveau de la Silicon Valley. Mais c'est de l'intelligence économique. Tant que vous ne présentez pas des exemples concrets, ils vous diront toujours que ce n'est pas possible. Présentez des exemples concrets et comment les gens ont réussi à mettre en place via l'intelligence, via la réflexion stratégique. Parce que toute politique de développement est basée sur la réflexion stratégique. Ça, c'est la base. Et en Afrique, on fait des politiques de développement, on met en place, on a des ministères du plan et du développement. Et c'est de là que la stratégie d'intelligence économique au niveau du territoire se décide et est déclinée à l'ensemble des préfets pour pouvoir l'exécuter. Et chaque préfet a remonté l'information pour pouvoir l'adapter à sa région ou à sa localité. Et ça fait une bonne transition sur notre question qui me dit quels sont les indices et indicateurs sur lesquels on peut se baser pour dire tel ou tel pays fait de l'intelligence économique. Je pense que c'est ce que tu viens d'aborder justement voilà, à l'instant. Oui, mais aussi, voilà, il y a des pays, il n'y a pas d'indice, c'est ce que je disais à Ali. Je pense qu'avec l'Institut africain des réflexions stratégiques, on va réfléchir en collaboration avec l'école de guerre aussi pour mettre en place, et d'autres entreprises qui le souhaitent, voilà, le baromètre de l'intelligence économique pour pouvoir voir quel pays est en avance, quel pays n'est pas en avance, ça sera très intéressant. Mais les pays se targuent, ils font des effets d'annonce. Donc, on ne pourra pas vous dire, tant que vous ne travaillez pas dans un pays, quand vous êtes à l'extérieur, vous allez dire, voilà, il y a une cellule de l'intelligence économique, il y a l'IE qui fonctionne bien, on fera des conférences, des milliers de conférences qui souvent ne servent à rien pour dire, voilà, pour dire pas grand-chose. Et pas, les recommandations ne seront pas prises en compte, même quand on dit beaucoup de choses. Donc, c'est très difficile à ce niveau, mais vous pouvez vous référer déjà voilà, au ministère du Plan et du Développement parce que tout plan est basé sur l'information stratégique et sur l'intelligence économique. Excellent. Alors là, beaucoup de questions, je vais en prendre que quelques-unes. Est-ce que la vidéo sera partagée? Oui, mise sur le portail de l'IE, pourquoi pas. L'intelligence économique, protection du consommateur, on vient effectivement sur la thématique, comment protéger peut-être le collaborateur aussi, pour ne pas être manipulé grâce à des outils d'information de l'IE, ou le risque de se faire spoiler les données par des malfaiteurs. De manière très rapide, c'est une des disciplines voilà, qui est enseignée ou qui est sur laquelle la formation, au niveau de la sécurité de l'information, que ce soit sur voilà, de l'entraînement, de la sensibilisation
par rapport aux différentes études de cas, d'anticipation, de travail sur les différents biais cognitifs. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Là, je fais un retour d'expérience rapide par rapport à pas une épidémie, mais plutôt une tendance qui existait en 2015-2016, jusqu'en 2018 en France, et puis dans d'autres pays, notamment pays africains. Je pense à l'arnaque au président, où là, il y avait beaucoup de travail de la part des cabinets pour accompagner les entreprises, les différents collaborateurs cibles, sensibles. Donc, il y avait une cartographie un peu des données à faire, des personnes, des collaborateurs sensibles, pour qu'elles ne tombent pas dans cette arnaque. Hein, l'arnaque au président, c'était les escrocs qui se faisaient passer pour le patron de l'entreprise et demander des virements faramineux en utilisant les biais cognitifs de peur et de pression sur les collaborateurs en général dans la direction administrative et financière pour faire ce genre de virement. Donc, que ce soit cette pratique ou des pratiques d'approche, hein, des fois étatiques ou des fois d'entreprise, de renseignement économique, de pouvoir collecter d'informations sensibles et vitales quand il y a concurrence sur un appel d'offres ou autre. Donc, c'est tout, sont des pratiques essentielles d'anticipation que doit réaliser l'entreprise avec des experts pour empêcher que ce genre de choses n'arrivent. Je me suis permis de répondre voilà, rapidement pour que, vu qu'on a beaucoup de questions, on va bientôt clôturer. Le consommateur, je l'ai dit dans mes propos, on est dans une économie d'information. Les gens prennent sur les réseaux sociaux, ils ne vérifient pas, Oui. ils diffusent tout ça. C'est vraiment la sensibilisation. Protéger le consommateur. Il faudrait que le consommateur aussi fasse attention parce qu'on a un devoir de vigilance, ne l'oublions pas. Un devoir de vigilance et ça, c'est important. L'intelligence économique permet de connaître ton environnement, de te positionner, voir ce qui est faisable, n'est pas faisable, ce qui est actionnable, n'est pas actionnable, avoir la bonne information. Mais le consommateur ne recoupe pas l'information. Combien sommes-nous à lire un peu les écritures sur la composition de telle chose? On ne s'intéresse pas à ça. Mais ce qui se passe, aujourd'hui, on met en place des normes ISO, des normes, des labels, tout ça, qui nous disent, OK, ben c'est bon, mais quels sont les critères? Ben, est-ce que c'est réellement respecté? C'est à la fois un défi pour l'intelligence économique au niveau du consommateur, ça je vous l'avoue, parce que même si l'IE met en place tout ce qu'il faut, donne tout ce qu'il faut, mais le devoir de vigilance du consommateur doit toujours être en alerte. Voilà. Je vais prendre deux dernières questions. Alors, développer une capacité d'intelligence économique est stratégique pour un bon positionnement avec l'IE, l'OSINT et d'autres éléments de recherche d'information. Nous sommes à la limite du renseignement, je dirais plus que intelligence, c'est un mot anglo-saxon qui signifie renseignement. Tant que c'est la différence avec les pratiques d'intelligence économique, c'est que nous sommes dans un cadre de légalité par rapport à la collecte d'informations, notamment en source ouverte. Et du coup, la question qui est très intéressante, est-ce qu'il y a un cadre qui régule ces pratiques? Ben non, voilà, notamment au sein de peut-être de différents pays africains ou de retour d'expérience. On sait que la question se pose effectivement, mais voilà. La question du cadre, notamment juridique, se pose. Bon, on parlait tout à l'heure de la question de compliance, notamment au niveau financier ou autre. Ça rentre dans le cadre dont on parle. Mais voilà, que peux-tu nous dire par rapport au cadre qui régule ce genre de pratique? Il faut dire que chaque pays a sa législation. C'est vraiment important. Peut-être que acheter comment dire, des tartes en France est autorisé, mais peut-être que dans d'autres pays, c'est interdit. Donc, vous voyez, l'intelligence économique se pratique dans un espace, donc sur un territoire. Et chaque territoire a ses règles. C'est comme en commerce international, on a des us et des coutumes qui régissent le commerce international. Donc, il y a les lois, il y a les tests de loi qui existent. Je pense qu'en matière de protection de données, en matière de renseignements aussi qui existent. L'IE n'est pas de l'espionnage, loin de là, puisqu'on est en source ouverte, c'est vraiment de l'information décisionnelle qui permet d'actionner la décision. On ne force personne. Donc, attention, on ne force personne à prendre l'information. Il n'y a pas de contrainte, voilà. Donc, il faut préciser
certains ont tendance à l'oublier. Donc, l'espionnage est banni. Mm. Nous, on ne fait pas de l'espionnage et on n'aura même pas la prétention et les outils nécessaires pour le faire. Malheureusement, il y a certains acteurs ou praticiens qui font de la barbouzerie ou de l'espionnage privé, qui se couvrent ou qui se nomment cabinet d'intelligence économique. Ça, on ne cessera de le répéter, ce ne sont pas des cabinets d'intelligence économique, ce sont des cabinets d'espionnage privé et qui sont dans un cadre limite ou hors la loi, quand même. On Oui, est vraiment s'inscrit dans un cadre juridique et éthique qui répond à cela. exactement. Même si on utilise la culture du renseignement, vous avez une question tout à l'heure, nous faisons du renseignement. Oui, Le cycle de renseignement, il est pareil pour tous. oui. Il est pareil pour tous, mais la manière de se renseigner est différente. L'IE, c'est légal. Mm. Dans cette légalité, il y a des tests de loi également qui viennent, puisque avec, avec l'accélération de l'économie numérique, les États ont compris qu'ils ne pourraient pas rester tout nus. Il faut se protéger. Quand vous regardez les États-Unis qui ont espionné, je dirais, tous les présidents, la plupart des présidents européens, et ça n'allait nulle part parce que les tests de loi européennes sont faibles également ou ne sont pas bien ficelés. Donc, on trouve toujours la parade où la diplomatie vient régler. Mais il y a des lois qui encadrent la pratique. Il ne faut pas s'écarter des lois. Si on s'écarte des lois, on n'est plus dans l'IE, on est dans autre chose. Tout à fait. Je suis désolé, mais ça prouve l'engouement justement qu'a l'autre sujet ce soir. Nous avons énormément de questions, mais je ne pourrais en prendre qu'une dernière. Et voilà, j'ai une question qui revient sur les indicateurs de performance. Comment peut-on définir qu'un projet, une cellule d'intelligence économique a de bons indicateurs de performance ou de bons résultats? Ça dépend. L'indicateur de performance, est-ce que l'information que vous apportez au décideur permet d'actionner la décision? C'est de l'information utile que vous apportez à un acteur économique. Est-ce que cette information, elle a été utile? Elle a permis de décanter la situation. Elle a permis à celui qui détient cette information d'avoir un avantage concurrentiel ou compétitif, qu'elle soit temporaire ou durable. Si vous produisez de l'information qui n'apporte pas de valeur à la personne qui est censée utiliser cette information, vous n'avez pas fait votre travail. Donc, il y a cette manière qui est là. L'information peut ne pas être également actionnable, mais permet de comprendre également une situation donnée. Et dire, mais tiens, je n'avais pas compris cette situation. Je ne savais pas que c'était comme ça. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça ou que ça s'est passé comme ça. On a dit, tout le monde pratique, tout le monde, tous les parties prenantes d'IE. L'historien, on a besoin de l'historien. Le philosophe, on a besoin du philosophe. Le juriste, on a besoin de lui. Le démographe, on a besoin de tout le monde parce que c'est dans l'espace, dans le temps et c'est dans la société humaine. Donc, il faut voir ce que Dieu peut apporter, mais il faut apporter toujours l'information, la bonne information. Il faut être synthétique. Le décideur, il n'a pas le temps de lire 100 pages. Le chef d'entreprise, il n'a pas ce temps. Il a besoin d'une synthèse, d'une demi-page ou d'une page au maximum. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de dossiers qu'ils ont à traiter par jour, à lire, à signer? Si vous envoyez 100 pages, ça va passer à la trappe. Il faut être concis, précis. Il faut apporter la bonne information à la bonne personne au bon moment. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup pour vos échanges et pour vos questions, pour notre échange. Vraiment, vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Lukman, sur cet échange très fructueux. Si vous voulez, on creuse un peu plus le sujet. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes au sein du manuel. J'ai mis le lien tout à l'heure de l'éditeur, donc qui est édité chez VA Édition, donc le manuel africain de l'intelligence économique. Je pense qu'on pourra enrichir par la suite. Nous avons beaucoup, le sujet est très vaste, et pour être enrichi par la reprise des webinaires du débat africain d'intelligence économique, j'ai mis j'ai pas mis le lien, mais voilà les webinaires du débat africain d'intelligence économique pour reprendre. Au sein de l'école aussi, l'école de guerre économique Campus Rabat, nous allons
traiter d'autres thématiques, mais c'est voilà, le premier webinaire d'un cycle, d'un ensemble de webinaires qui vont venir au fur et à mesure et qui vont pouvoir traiter différentes thématiques, différents sujets, des retours d'expérience de professionnels, de l'intelligence économique, d'experts, de stratèges, sur différents sujets que l'on traite, question de la guerre d'information, sécurité de l'information, de la veille compétitive, de l'analyse des marchés, la question de la cyberguerre, la cybersécurité, voilà, tout un ensemble de thématiques qui vont être proposées au fur et à mesure par l'école. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et plusieurs auditeurs qui ont demandé ton contact. Je pense que Lokman Konaté sur LinkedIn ou le débat africain de l'intelligence économique, peut-être voilà, pour rentrer en contact. Ali, si tu me permets, aussi, il faut dire, pour terminer, comme je te l'ai dit, on va organiser aussi avec l'Institut africain. C'est vrai qu'il y a le débat qui sera organisé, qui sera un événement majeur de l'intelligence économique sur le continent. À ne pas rater, on ne sait pas, peut-être que Ali et le roi du Maroc, ils accepteront de nous accueillir au Maroc, on ne sait pas encore. Tout le royaume serait très content de vous recevoir, bien sûr. Mais ce qui vient très rapidement, que vous allez voir, ça sera le café de l'intelligence économique dont on va organiser dans plusieurs capitales africaines. Donc, on va faire à Rabat avec Ali qui est sur place, à Abidjan, à Bamako, à Dakar, à Cotonou. Donc, il y a de très belles choses qui arrivent. Et avec notre partenaire aussi, on a une émission qui vient sur l'intelligence économique qui manquait. Donc, qui va interroger également les professionnels, les agents économiques, l'individu lambda également sur les enjeux stratégiques pour voir où en est l'état d'esprit des gens vis-à-vis de la pratique de la discipline. Excellent. En tout cas, voilà, comme on l'a dit, toutes ces pratiques et la mutualisation de nos forces ne permettront que développer nos pays respectifs. Voilà, c'est l'objectif et c'est de notre unité que se développera notre force, en tout cas. Merci beaucoup, cher Lokman. Merci à tous les participants. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres webinaires. Tu l'as cité tout à l'heure, nous accueillerons aussi François Genbello pour un webinaire sur l'Atlas de l'IE, où là, peut-être on verra sur un angle un peu plus spécifique pour chaque pays, une étude comparative pour chaque pays. Voilà. À bientôt, je vous souhaite une excellente soirée. Merci Lokman Konaté et merci à tous et puis je vous dis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.